Et coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu spéciale pour moi, tout simplement parce que c'est la vidéo que j'enregistre à l'occasion de la journée de sensibilisation à l'autisme en avril, voilà. Et je vais essayer en une vidéo d'à peu près 30 minutes de vous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que l'autisme. Voilà. Si vraiment tu débarques, que t'as jamais vu une seule de mes vidéos, sache que voilà, j'ai sorti près de 200 vidéos sur l'autisme, donc voilà, si t'as envie de t'informer un peu plus, t'auras plein de ressources complémentaires. Simplement, ici, j'avais envie de faire un petit peu un résumé, tu vois, globalement répondre à cette question. Qu'est-ce que l'autisme aujourd'hui en 2024? Voilà. Donc j'espère que je remplirai ma mission adéquatement. Voilà, parce que c'est pas du tout évident de résumer, de résumer une définition de l'autisme en une vidéo. Mais j'avais vraiment envie de créer un point d'entrée en fait, peut-être pour les personnes qui commenceraient à s'informer, les personnes qui veulent voilà, juste en savoir un petit peu plus et qui savent pas trop par où commencer. J'avais vraiment envie de créer cette porte d'entrée pour ces personnes. Et puis même si t'es une personne expérimentée entre guillemets, que ça fait longtemps que tu sais ce que c'est l'autisme et tout, bah ça fait toujours du bien d'entendre quelqu'un parler d'un truc duquel on est concerné au quotidien. Donc voilà, cette vidéo est faite un petit peu pour tout le monde et bienvenue. Je vous présente Tableau qui est mon coéquipier du jour. J'essaye à chaque vidéo mettre un nouveau coéquipier. Bref, commençons la vidéo. Alors j'avais envie de commencer cette définition de l'autisme en faisant un petit peu un point sur qu'est-ce que l'autisme n'est pas, d'accord? Parce qu'il faut savoir que ici en France, là où je vis, je sais qu'il y en a parmi vous qui habitent au Canada, qui habitent en Suisse, en Belgique, etc., dans d'autres pays francophones. Mais il faut savoir qu'ici en France, on est extrêmement en retard sur l'autisme. Il y a encore énormément de clichés qui circulent sur l'autisme. Et finalement, voilà, quand on regarde un petit peu comment avancent les autres pays du monde, comme les États-Unis par exemple, on se rend compte qu'on est drôlement en retard et qu'il y a encore énormément voilà, de clichés qui circulent. C'est quelque chose que je vois énormément quand j'annonce aux personnes autour de moi que je suis autiste. Alors évidemment, ça a beaucoup évolué depuis 20 ans, mais il y a encore des gens qui ont énormément d'a priori, de clichés et tout ça, et donc je pense que ça vaut le coup qu'on débunk un petit peu tout ce qui circule encore. Donc c'est parti. Alors le premier truc, que l'autisme n'est pas une maladie. Voilà, l'autisme n'est pas une maladie tout simplement. Alors je dis pas ça pour reglorifier l'autisme ou quoi et dire oui regardez l'autisme c'est pas une maladie, c'est un truc génial. C'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste factuellement et médicalement ça n'est pas classé comme une maladie, c'est classé comme un trouble. Et en fait, pour vous dire les choses encore plus précisément, c'est un spectre en fait qui est très large. On parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique, donc ça veut dire que on parle vraiment d'une gamme très large en fait de possibilités au sein même de ce trouble. Et alors vraiment, si vous voulez vulgariser un peu la chose et voilà, pour en parler un petit peu plus simplement, l'autisme c'est juste une organisation différente dans le cerveau, différente en fait de la norme. Le cerveau est un petit peu branché différemment. Les autistes ont des points forts que les neurotypiques n'ont pas forcément, et les autistes ont des difficultés aussi que les personnes de la norme n'ont pas forcément non plus. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a vraiment tout qui existe. Et donc déjà, ça n'est pas une maladie, et donc en parallèle aussi, parce qu'on me l'a dit très récemment, l'autisme ne se guérit pas. Voilà, ce n'est pas une maladie, donc ça ne se guérit pas. Il n'y a pas de médicaments qui existent pour guérir l'autisme, il n'y a pas de thérapie pour guérir l'autisme. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'existe pas tout simplement des programmes pour les personnes autistes pour mieux s'intégrer socialement, pallier leurs difficultés, soigner leur anxiété. Bien sûr, il y a plein de choses qui existent en fait pour améliorer la vie des personnes autistes, mais on est autiste et on meurt autiste, on ne peut pas guérir l'autisme. Voilà. Donc si vous dites à une personne autiste qu'elle doit être guérie, vous pouvez très fortement la vexer. On en parlera plus en détail au fil de la vidéo, mais déjà il faut arrêter de s'imaginer que l'autisme est une maladie, parce que voilà, encore une fois, ça peut vraiment heurter des personnes concernées que de leur dire qu'elles sont malades. Ensuite, l'autisme n'est pas une déficience intellectuelle, et ça il faut vraiment le dire. Je pense que c'est un des clichés les plus coriaces qui existent encore à propos de l'autisme. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais t'es autiste, mais ça se voit pas du tout, parce que les gens pensent que l'autisme c'est quelque chose qui se voit nécessairement. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rajouter, l'autisme n'est pas forcément quelque chose qui se voit. Ça dépend évidemment énormément des individus,
Il y a des individus chez qui ça va être extrêmement visible à des kilomètres, et il y a des personnes, comme par exemple moi, chez qui ça peut passer complètement inaperçu. Moi j'ai vu passer des gens qui se sont fait diagnostiquer après 60 ans, tout simplement parce que toute leur vie s'est passée sous les radars, c'était invisible, c'était un handicap invisible, et donc forcément ça ne se voyait pas. Donc je suis pas en train de dire que l'autisme est forcément invisible, je dis juste que chez certaines personnes, il peut être complètement invisible, notamment chez les femmes. Il y a évidemment des hommes chez qui ça passe invisible aussi, mais c'est beaucoup plus fréquent encore chez les femmes, parce que les femmes autistes ont beaucoup plus cette capacité naturelle à se caméléoniser, à se fondre dans la masse, à imiter les comportements des personnes dans la norme, pour tout simplement passer inaperçu, et donc forcément ça conduit à beaucoup d'erreurs de diagnostic et à beaucoup d'erreurs. Et je reviens à mon truc sur la déficience intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui confondent encore l'autisme avec la déficience intellectuelle. Il faut savoir qu'il y a une grande partie des autistes qui ont aussi une déficience intellectuelle, c'est-à-dire voilà, un QI qui soit en dessous de 70 généralement, voilà. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile à vivre pour les familles tout simplement, et pour la personne concernée surtout, parce que vivre avec à la fois l'autisme et à la fois la déficience intellectuelle, ça double les difficultés tout simplement, et donc c'est des familles qui ont évidemment besoin de soutien, c'est des personnes qui ont besoin de soutien, et aussi bah voilà, je clôt la parenthèse là-dessus. On peut tout à fait être autiste et pas avoir de déficience intellectuelle. Donc quand vous entendrez parler notamment d'autisme SDI, sans déficience intellectuelle, parce que tout simplement ça veut dire que la personne n'a pas de déficience intellectuelle et qu'elle a un QI dans la norme ou supérieur à la norme. Le dernier truc que l'autisme n'est pas, ça n'est pas le génie. Voilà. Quand vous regardez des films comme Rain Man par exemple, c'est un film qui a eu énormément de succès, et donc beaucoup de gens identifient l'autisme comme étant Rain Man. Faut savoir que oui, ça existe des autistes génies, bien sûr ça existe, mais c'est extrêmement rare. Voilà, c'est rarissime. La plupart des autistes ont soit un QI dans la norme, soit un QI... Voilà, encore une fois, on peut être autiste et avoir un QI au-dessus de 130, voilà, sans pour autant être un génie. Voilà, moi je connais énormément de personnes HPI, c'est-à-dire au potentiel intellectuel dans mon entourage. Pour autant, c'est pas forcément des génies. Bien sûr, effectivement, ils ont une intelligence qui est généralement supérieure à la moyenne, ça fait pas pour autant d'eux des génies. Faut savoir que ça existe, c'est un syndrome qui existe à part, le syndrome du savant, c'est-à-dire c'est des personnes qui développent des facultés exceptionnels dans un domaine, voilà. Donc par exemple des gens qui seraient des génies en calcul, des génies en dessin, des génies dans n'importe quel domaine en fait, qui auraient une mémoire exceptionnelle, enfin bref. Il faut savoir que c'est des cas qui sont rarissimes et que la grande majorité des autistes ne sont absolument pas des génies comme à la télé on le voit le plus souvent. Pourquoi est-ce qu'on diffuse beaucoup de ces autistes là à la télé? Tout simplement parce que c'est spectaculaire et que ça fait de l'audimat. Voilà, on va pas se mentir, au bout d'un moment, qu'est-ce que la télé recherche? Faire de l'audimat, c'est naturel, voilà, c'est un média, donc ils ont besoin de faire des vues, ils ont besoin d'avoir de l'audimat pour être rentable, donc forcément ils vont montrer des cas spectaculaires pour que ça mette le spectateur en haleine. Mais il faut savoir que ce sont des cas extrêmement rares qui sont absolument pas représentatifs de la plupart des autistes. La plupart des autistes ne sont pas des génies. Ils peuvent être effectivement doués dans certains domaines, mais sans pour autant être des génies comme Rain Man. Voilà, et maintenant on va commencer à parler un petit peu de qu'est-ce que l'autisme concrètement. Donc déjà je parlais de TSA, de troubles du spectre autistique, donc c'est un spectre qui est extrêmement large et on va en parler. Il y a un terme qui a beaucoup, qui a beaucoup tourné dans les années précédentes, c'est le terme de syndrome d'Asperger. Il faut savoir que ce terme aujourd'hui n'est plus d'actualité, pour vous la faire courte, en gros, Asperger aujourd'hui c'est un homme qui est associé au nazisme, voilà, donc c'est encore une fois, beaucoup de personnes vont détester qu'on utilise ce terme, notamment parce que le type était associé au nazisme, mais surtout, et ça c'est la principale raison pour laquelle on n'utilise plus le terme syndrome d'Asperger, c'est parce qu'avant on distinguait plusieurs catégories d'autisme, alors qu'aujourd'hui avec les recherches qui ont été faites, les recherches scientifiques qui ont été faites, on se rend compte qu'en fait il n'y a qu'un seul type d'autisme en fait, hein, et que ça se regroupe dans les troubles du spectre autistique. Et quand vous regardez dans le DSM-5 qui classifie tous les troubles et les maladies mentales, etc., on parle aujourd'hui, le terme Asperger a disparu, on parle aujourd'hui uniquement de troubles du spectre autistique. Et encore une fois, avant on dissociait l'autisme Asperger, c'est-à-dire autisme sans déficience intellectuelle, voire intelligence supérieure. On différenciait ça des autistes avec des déficiences intellectuelles, notamment autisme canaire, autisme, voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, rien de plus, ces catégories n'existent plus, et on rassemble tout dans le terme TSA, trouble du spectre autistique, voilà. Effectivement, il y a des autistes qui sont plus touchés par leurs difficultés que d'autres, et ça, il faut pas se mentir, il faut se dire la vérité. Il y a des autistes qui
arrivent à être globalement autonomes dans leur vie, et il y en a d'autres qui ont besoin d'un soutien constant. Et c'est pour ça que le DSM-5 a classé en fait 3 niveaux de soutien différents. Donc on parle plus de niveau de sévérité d'autisme, mais on parle de niveau de soutien nécessaire à la personne. Donc je vous mets ici un tableau, vous pouvez faire arrêt sur image un petit peu pour consulter les 3 niveaux de soutien qui existent, voilà. Aussi on parle plus beaucoup aujourd'hui de sévérité, de niveau de sévérité dans l'autisme, tout simplement parce que c'est très difficile à mesurer. Faut savoir que c'est pas parce qu'une personne est autonome, qu'elle a l'air de s'en sortir dans sa vie, etc., qu'elle a un niveau de sévérité d'autisme plus léger. Généralement c'est des personnes qui ont toute leur vie appris à masquer, à surcompenser, etc. Ça veut pas du tout dire que leur autisme est léger, ça veut juste dire qu'elles ont une capacité à compenser et à, voilà, et à faire semblant en fait qui est peut-être plus élevée que la moyenne des autres autismes. Et ça veut en aucun cas dire que son autisme n'est pas présent et difficile à vivre dans son quotidien. Donc c'est extrêmement difficile d'évaluer la sévérité d'un autisme. Une même personne autiste, si on la met dans un contexte qui ne lui est pas approprié, désolée, qui ne lui est pas approprié, elle peut avoir l'air beaucoup plus autiste que dans d'autres contextes. Je m'explique. Par exemple, prenons moi, par exemple, je vais prendre mon propre exemple, comme ça c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai aménagé ma vie de façon à ce que mon autisme ne me soit pas pénible, que tout simplement mon environnement soit adapté à mon fonctionnement. Donc par exemple quand je vais dans le métro, j'ai des protections pour me protéger du bruit. Quand je vais à des rencontres sociales, je me mets une limite de temps pour ne pas me surexposer à la vie sociale. Enfin bref, j'ai mis en place plein de stratégies qui me permettent d'être à l'aise dans ma vie en général. Du coup voilà, on pourrait croire, ok, Mésange elle a un niveau d'autisme léger, mais en fait c'est juste j'ai adapté mon quotidien. Il faut savoir que moi, si je me mets dans un mauvais contexte, c'est-à-dire que je me mets H24 dans le bruit, que je sursocialise, etc., j'ai très forte chance que je fasse un burn-out et que les gens se disent, ah bah elle a un gros niveau d'autisme, alors qu'en fait j'étais juste pas dans le bon contexte. Donc encore une fois, pour vous dire à quel point c'est difficile d'évaluer la sévérité de l'autisme parce que ça dépend d'énormément de facteurs différents. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer aux traits autistiques, en fait, les traits voilà, qui est sur une personne qui permettent de l'identifier comme autiste. Alors il y a un truc que je dis toujours dans mes vidéos, pour moi, pour être diagnostiqué autiste, pardon, il y a vraiment 2 immenses piliers. Le premier pilier, ça va être les difficultés au niveau social, et on va développer ça plus en détail tout à l'heure. C'est avoir des difficultés de communication avec les autres, avoir du mal à créer du lien avec les gens, avoir du mal peut-être à gérer les small talk, les appels téléphoniques, tout ce genre de choses, avoir vraiment des difficultés, avoir le sentiment en fait que tout ce qui est les compétences sociales, ça ne nous est pas autant inné que la plupart des gens. Voilà, en gros c'est ça. Les personnes qui sont dans la norme naissent avec voilà, des capacités innées dans le domaine du social. Quand on est enfant et qu'on rentre à la maternelle ou à l'école primaire, naturellement on va aller voir les autres enfants, on va aller jouer avec eux, on va peut-être créer des liens avec certains autres enfants. Quand on est une personne autiste, on va pas du tout avoir ces mêmes réflexes, enfin on va avoir beaucoup plus de mal à connecter avec les gens, tout simplement parce qu'on n'a pas ces réflexes innés, tout simplement. Et ensuite, le deuxième pilier en fait, qui est pour être diagnostiqué autiste, ça va être tout ce qui est les comportements stéréotypés, les intérêts spécifiques, la rigidité et le besoin de routine. Voilà, encore une fois c'est un domaine qui est assez large, mais pour vous la faire un peu plus simple et vulgariser un petit peu, les intérêts spécifiques c'est en fait des passions démentielles. Généralement les personnes autistes elles vont hyper fixer sur des passions. Et la raison à ça, c'est que en fait quand on est autiste, on a un besoin de contrôle, on a besoin de sentir que l'environnement il est prévisible, qu'il est familier, etc. On a besoin de sentir qu'on maîtrise un peu la situation parce que voilà, le monde est chaotique par définition et les autistes ont beaucoup du mal avec le chaos, et donc avoir une passion démentielle en fait pour un sujet, ça nous donne le sentiment en fait qu'on est maître de quelque chose, qu'on maîtrise quelque chose dans notre vie, et ça nous donne aussi des occupations quand on ne socialise pas, parce que les autistes ayant des difficultés dans le monde social, faut bien qu'ils fassent quelque chose de leur journée, et quand les personnes neurotypiques socialisent, les autistes se consacrent à leur passion tout simplement parce que c'est ça qui les fait vibrer. Donc c'est pour ça que les autistes ont tendance à avoir des très grosses passions. À noter que tous les autistes n'ont pas forcément des passions, il y en a qui ont peut-être pas de passion, voilà, mais qui vont avoir d'autres traits qui rentrent dans cette même catégorie de ce deuxième pilier, et notamment la rigidité et le besoin de routine extrême, c'est-à-dire que voilà, les personnes autistes pour se sentir rassurées ont besoin d'avoir des routines un peu immuables, des journées qui se passent toujours un petit peu de la même manière, et
voilà, par la même occasion, les autistes ont énormément de mal avec l'imprévu. Tout ce qui est imprévu, tout ce qui chamboule leur quotidien, tout ce qui arrive de façon, voilà, les rendez-vous annulés, les changements de plan, les trucs de dernière minute, tout ça, ça peut être extrêmement angoissant pour les personnes autistes, tout simplement parce que c'est du chaos en fait. C'est du chaos, c'est de l'imprévisible et ça rentre pas dans quelque chose d'organisé. Dans cette même catégorie, ce deuxième pilier, on a aussi tout ce qui est les stéréotypies, ce qu'on appelle également les stimes de façon un peu plus commune. Les stimes, c'est tout ce qui va être, voilà, agiter les mains, se balancer, tourner sur soi-même, sautiller, chantonner, ça peut être énormément de choses, l'estime. Il faut savoir que l'estime c'est pas du tout un truc réservé aux autistes, tous les êtres humains stiment, hein. Tous les neurotypiques voilà, qui sont au téléphone et qui font des petits dessins en même temps, ça s'appelle stimer. À partir du moment où vous vous tordiez les doigts, que vous vous rongez les ongles, ça s'appelle stimer aussi. Il faut juste savoir que les autistes, comme ils ont beaucoup d'anxiété en eux, qu'ils ont des émotions parfois qui sont un petit peu fortes, ils auront beaucoup plus tendance à stimer que les personnes dans la norme, et donc forcément on associe aussi beaucoup les stéréotypes et l'estime aux autistes. Et ensuite il y a évidemment aussi tout ce qui est les comportements un petit peu voilà, qui sont basés sur la répétition, des autistes qui vont aligner des objets les uns à côté des autres, qui vont regarder peut-être des roues tourner pendant des heures, qui vont être fascinés par un mouvement répétitif. Tout ça, ça fait aussi partie de ces traits autistiques qu'on peut retrouver assez fréquemment. On va reparler un petit peu de tous ces traits autistiques et de qu'est-ce que ça implique dans la vie. Mais avant ça, on va peut-être faire un petit aparté de comment est-ce que l'autisme se diagnostique, comment est-ce qu'on fait. Imaginons, voilà, vous êtes devant cette vidéo, vous vous questionnez et vous savez pas du tout comment ça marche, comment se fait diagnostiquer de ça, à qui il faut s'adresser, par quel test on passe, etc. etc. Alors il faut savoir que déjà, quand on veut se faire diagnostiquer autiste, il y a deux options. Il y a le privé, c'est-à-dire voilà, le libéral, des neuropsys qui vont exercer tout simplement dans le privé. Il faut savoir qu'il faut avoir les moyens, ça coûte assez cher, c'est assez onéreux. De ce qu'on m'a raconté, c'était entre 400 et 800, 900 euros, ça peut même être plus cher, voilà, faut faire très attention parce qu'il peut y avoir des charlatans aussi et qui vont vous délivrer des diagnostics qui sont pas fiables, voilà, tout simplement. Donc ça c'est la première option. L'immense avantage de se faire diagnostiquer dans le libéral, c'est que ça va vite, voilà, vous obtenez très vite un rendez-vous, vous avez très vite un diagnostic et ça y est, voilà, c'est fixé quoi. Et sinon vous avez l'option que moi j'ai choisi parce que tout simplement voilà, quand je me suis fait diagnostiquer j'avais 20 ans et pas une thune, donc je me suis fait diagnostiquer dans les CRA publics, donc moi c'était au CHU de Créteil. Je me suis fait diagnostiquer, malheureusement j'ai attendu 3 ans pour avoir mon diag. Donc si ça vous prend des heures, des heures, que dis-je, des années je sais pas pourquoi j'ai dit des heures, c'est vraiment des années littéralement puisque j'ai attendu 3 ans. Voilà, il faut avoir beaucoup de patience. Alors je sais que dans certaines régions ça va beaucoup plus vite. Moi j'ai des personnes de mon audience qui se sont fait diagnostiquer en quelques semaines, voilà, dans le public. Donc évidemment il y a des régions dans lesquelles ça va mieux, il y a des pays aussi dans lesquels ça va mieux, par exemple comme en Belgique ou voilà, dans d'autres pays. Mais il faut savoir que, bon, globalement, les listes d'attente sont très très longues et vous attendez très longtemps quand vous êtes dans le public. Mais l'avantage c'est que moi j'ai payé 0 €. 0 centime en fait. Et ça c'est quand même très très cool, on va pas se mentir, surtout quand on n'a pas une thune sur soi. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? La première étape c'est déjà d'identifier chez soi quels sont tous nos traits autistiques. Donc il faut d'abord commencer par les traits principaux de l'autisme, c'est-à-dire voilà, en quoi vous vous reconnaissez dans les difficultés sociales liées à l'autisme, en quoi vous vous reconnaissez dans le pilier 2, c'est-à-dire tout ce qui est le besoin de routine, le besoin de voilà, les intérêts spécifiques, les stéréotypies, etc. Et de faire vraiment une liste très claire sur laquelle vous identifiez quels sont les traits en fait autistiques que vous reconnaissez chez vous. C'est très très important parce que quand vous allez vous retrouver devant les professionnels qui vont vous poser des questions précises, vous devez vous connaître et vous devez savoir pourquoi vous êtes là pour être pris au sérieux. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose à faire c'est de contacter, alors le mieux c'est évidemment de contacter un neuropsy ou un psychiatre qui est spécialisé dans l'autisme. Voilà, quand on habite dans les grandes villes il faut en profiter, voilà, vous avez ça à votre disposition. Moi j'ai trouvé assez vite voilà, un psychiatre spécialisé dans l'autisme sur Paris, mais encore une fois si vous avez l'occasion voilà, d'avoir des personnes qui sont vraiment qualifiées dans le domaine de l'autisme, allez voir ces personnes là en priorité. Sinon un médecin traitant généraliste est censé être en mesure de pouvoir vous le faire. Mais allez voir un professionnel de santé et parlez-lui-en, n'ayez pas honte de dire voilà je me reconnais dans les traits autistiques, est-ce que c'est possible de me recommander un CRA, enfin de me faire une lettre pour rentrer dans les tests diagnostiques officiels. Voilà. Ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai contacté des associations, donc c'était à l'époque Asperger Amitié, je sais pas si ça existe encore mais enfin bref, vous avez pléthore voilà, d'associations qui peuvent vous aider là-dessus. Vous lui envoyez simplement un mail et vous lui dites voilà j'habite sur insérer la région
région, voilà, par exemple j'habite sur Paris, j'aimerais me faire diagnostiquer, passer les tests diagnostiques pour l'autisme. Où est-ce que vous me conseillez d'aller? Et généralement ces associations elles sont au taquet, elles vont vous répondre assez vite et elles vont vous faire surtout une liste de tout ce qu'il existe dans le privé et tout ce qu'il existe dans le public. Voilà, des CRA publics tout simplement. Moi j'ai que des bonnes expériences quand j'ai contacté le CRA de l'Île-de-France, quand j'ai contacté Asperger Amitié, ils m'ont tout de suite répondu et surtout avec des très bonnes réponses et j'avais plus qu'un. Voilà. Donc ça c'est la première chose, il vous faut une lettre en fait d'un médecin ou d'un spécialiste de santé qui puisse vous recommander un centre diagnostic et il vous faut aussi votre lettre, il vous faut surtout une adresse où vous faire diagnostiquer que va vous procurer justement une association ou un CRA. Ensuite, ce qu'il faut faire après c'est tout simplement attendre qu'on vous donne rendez-vous et ensuite vous allez avoir pléthore de rendez-vous. Généralement il y a un premier rendez-vous où on passe un entretien avec un spécialiste du milieu et il va commencer à essayer de voir si effectivement c'est justifié qu'on vous fasse passer les tests. Il faut savoir qu'il y a une file d'attente monstrueuse pour passer les tests diagnostiques, donc si vous vous faites des idées, on va pas vous prendre. Voilà, donc il faut d'abord qu'on vérifie si c'est justifié que vous passiez les tests. Ne vous inquiétez pas, si vraiment vous vous reconnaissez dans l'autisme, normalement on devrait vous prendre au sérieux tout simplement. Et si ça passe, le premier test passe pas et que vous avez quand même des doutes, vous pouvez toujours tenter dans une autre structure. Ça c'est la première chose. Et ensuite, une fois que ce sera validé, ce premier entretien, on vous fera passer 2 ou 3 jours de test tout simplement, avec un test de QI, avec le test la DOS, c'est-à-dire le test de l'autisme, voilà. C'est plusieurs heures d'examen, mais ça vaut vraiment le coup. Et ça me permettra de transitionner sur l'utilité du diagnostic à proprement parler. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui prônent l'autodiagnostic, qui disent que l'autodiagnostic c'est largement suffisant, qu'on n'a pas besoin d'un truc officiel pour s'auto-valider en tant qu'autiste. Il faut savoir que moi j'ai vraiment eu des doutes, notamment quand j'ai commencé à faire les démarches, je savais vraiment pas, j'avais vraiment besoin d'un avis extérieur pour savoir si j'étais autiste oui ou non. Donc c'est à ça que m'a servi l'autisme avant tout, c'est de me sentir légitime et surtout d'accéder en fait à tout ce qui existe en fait comme aide. Et notamment vous pouvez éventuellement obtenir une CMI, c'est-à-dire une carte de priorité pour notamment sortir du magasin plus vite, aller aux queues où il n'y a pas la file d'attente. Donc il y a plein d'avantages comme ça qui existent. Je vais pas faire une vidéo, je vais faire une vidéo peut-être dédiée à ça, donc je vais pas détailler ici, mais vous obtenez plein d'aides et surtout vous obtenez en fait une confiance en vous qui va augmenter parce que vous savez que vous êtes fixé. Maintenant on va parler d'un autre chapitre qui va être celui des comorbidités. Il faut savoir que quand on commence à réaliser qu'on est un peu différent, qu'on fonctionne différemment et qu'on se questionne par rapport à l'autisme, généralement l'autisme ne vient pas seul, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres troubles associés, il peut y avoir aussi des maladies qui sont fréquemment associées à l'autisme et on peut aussi avoir l'autisme seul. Voilà, moi par exemple c'est mon cas, j'ai pas spécialement de comorbidité, mais il faut savoir qu'en fait les comorbidités rajoutent en fait des traits, rajoutent de la différence, rajoutent aussi des difficultés et des challenges dans la vie et c'est aussi très très important de les dépister. Il faut savoir que dans la plupart des CRA, quand on va vous faire passer les tests de l'autisme, on va aussi essayer de dépister justement ces comorbidités et de les identifier. Il faut savoir que les neuropsys qui vont vous passer devant vont faire attention à ça et aussi regarder s'il y a d'autres différences qui se rajoutent. Alors quelles sont les comorbidités et autres différences qui peuvent être associées fréquemment à l'autisme? Le premier c'est le TDAH. Il y a énormément d'autistes qui sont aussi TDAH. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, sur l'autisme et le TDAH combiné. Mais le TDAH c'est le trouble de l'attention et avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui est extrêmement fréquent, on n'est pas forcément obligé d'être autiste pour l'avoir, il y a énormément de gens qui l'ont. Mon copain a le TDAH par exemple. On connaît tous quelqu'un de notre entourage qui a le TDAH, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, mais il est très fréquemment aussi associé à l'autisme et la plupart des personnes youtubeuses et autistes que je connais ont aussi le TDAH, donc vous allez trouver des ressources sur internet assez nombreuses sur le sujet. Ensuite il y a tout ce qui est les troubles du sommeil. Il faut savoir que la grande majorité des personnes autistes ont énormément de mal à dormir, ont beaucoup de mal. Moi quand j'ai passé les tests de l'autisme, on m'a prescrit de la mélatonine parce que tout simplement le sommeil ça a été un calvaire pour moi pendant des années. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui depuis que j'ai aménagé mon quotidien, mais il faut savoir que c'est une galère pour la plupart des autistes de s'endormir pour plusieurs raisons. Déjà parce que les études sont encore en cours, mais il paraîtrait que les autistes ont plus de mal à sécréter la mélatonine que les personnes normales, et aussi être autiste ça implique énormément d'anxiété, de surstimulation, etc. Et quand le cerveau est en hyperactivité de cette façon, c'est plus difficile de dormir tout simplement. Et puis il y a aussi tout
ce qui est l'hypersensibilité. Les autistes ont tendance à être très hypersensibles au son, au bruit, aux lumières, et donc forcément si votre chambre n'est pas parfaitement isolée de tous ces stimuli, vous pouvez avoir énormément de mal à vous endormir également. Donc les troubles du sommeil sont extrêmement liés en fait à l'autisme de manière générale, et donc ça vaut aussi le coup de se pencher dessus tout simplement pour améliorer son quotidien quand on est TSA. Le HPI ou la déficience intellectuelle, voilà, alors moi personnellement j'ai un QI qui est dans la norme, donc je ne suis pas concernée à titre personnel, mais vous pouvez très bien avoir une combinaison autisme plus HPI, c'est-à-dire au potentiel, c'est-à-dire autrement dit avoir un QI au-dessus de 130. Il faut savoir que être HPI ça n'a pas que des avantages, c'est pas juste une vanity metrics, voilà. Faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de difficultés qui viennent avec le fait d'être HPI. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus de l'autisme et du HPI combiné. Et puis bien entendu il y a aussi la déficience intellectuelle dans l'autre sens évidemment, c'est-à-dire voilà, avoir vraiment des difficultés cognitives tout simplement combinées au fait d'être concerné par l'autisme. Donc voilà, ça c'est aussi des différences qui s'ajoutent en fait à l'autisme déjà existant. Ensuite évidemment très fréquent chez les autistes, les troubles digestifs. Voilà, faut savoir que il me semble la stat chez les femmes c'était 9 femmes autistes sur 10 ont des difficultés au niveau des intestins, de la digestion, du transit, tout ce genre de choses. Faut savoir que moi voilà, dès que je change mon alimentation, mon intestin me fait une misère absolue. Il faut savoir qu'encore une fois la plupart des autistes ont des difficultés à digérer, ont beaucoup d'intolérance alimentaire et peuvent avoir littéralement des maladies liées à la digestion. Donc évidemment si vous vous sentez concerné par ça, consultez et parlez-en à vos médecins spécialisés, c'est extrêmement important parce que ça peut littéralement pourrir la vie que d'avoir des troubles digestifs, parce que manger c'est quand même un truc qu'on fait tous les jours, voilà. Et l'intestin c'est le deuxième cerveau, donc franchement encore une fois il y a des études qui sont en cours pour essayer un petit peu de mieux dépister quels sont les réels liens entre les troubles digestifs et l'autisme en lui-même. Tout ça c'est encore des recherches en cours, donc évidemment affaire à suivre. Ensuite, extrêmement fréquemment combiné à l'autisme, les tags, les troubles anxieux généralisés. Si vous avez l'impression que vous êtes constamment anxieux ou anxieuse, que c'est vraiment un truc qui vous envahit au quotidien et que littéralement ça vous pourrit la vie, vous êtes probablement concerné également par les tags. Faut savoir qu'il y a énormément d'autistes qui ont aussi des tags, voilà, et que encore une fois, il y a des thérapies qui existent, il y a des professionnels qui sont spécialisés dans la gestion des tags et que ça pourra beaucoup vous aider de dépister ça chez vous. Ensuite, une maladie, cette fois-ci, qui est très souvent associée à l'autisme, malheureusement. Voilà. Malheureusement, c'est la dépression. Voilà. Il y a énormément d'autistes qui souffrent de dépression. Il y a aussi énormément d'autistes qui font des burn-out. Voilà, le burn-out autistique, c'est quelque chose de très fréquent dans la population de TSA. Pourquoi la dépression? Tout simplement parce que quand vous êtes une personne différente, qui a du mal à socialiser, et quand on sait à quel point nous, les humains, on est des êtres sociaux, et que le social est omniprésent, et que vous avez du mal à trouver un taf, vous avez du mal à être autonome, vous avez du mal à vous faire des amis, à vous entourer correctement, ça peut voilà, être facteur de dépression tout simplement. Et encore une fois, la dépression c'est une maladie et c'est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux. Et encore une fois, il faut consulter si on est concerné par les problèmes de dépression, au même titre que le burn-out. Il faut savoir que le burn-out autistique il est encore plus violent en fait que le burn-out classique, tout simplement parce qu'il est associé à vos difficultés déjà existantes de l'autisme. Donc encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller voir si vous êtes concerné, de voir des vidéos de personnes qui en parlent. Moi personnellement je parle pas beaucoup de dépression et de burn-out sur cette chaîne, tout simplement parce que c'est des problèmes auxquels j'ai pas vraiment eu à faire face. Bon, la dépression, j'ai eu un épisode dépressif dans ma vie, mais voilà, encore une fois j'en ai pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne, donc allez voir mes collègues qui en parlent, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. Et ensuite j'avais noté aussi les troubles bipolaires. Voilà, il y a certains autistes, une certaine partie de la population autiste qui a aussi des troubles bipolaires. Encore une fois voilà, c'est plus rare que les TDAH, que les tags etc qui sont vraiment omniprésents, mais ça peut être aussi un truc associé, une comorbidité associée. J'ai pas rajouté aussi, mais il y a tous les troubles 10 tout simplement qui sont extrêmement fréquents dans la population autiste, même si tout le monde n'est pas concerné non plus. Et il y a aussi des problèmes voilà, de coordination, les problèmes moteurs aussi. Voilà, la plupart des autistes ont tendance à être maladroits, avoir du mal à coordonner les bras et les jambes. Bref, si vous étiez nul en EPS et que vous vous reconnaissez dans les traits autistiques, voilà, ça peut aussi être un signe duquel vous pouvez parler aux professionnels de santé. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on va commencer un petit peu à plonger dans le vif du sujet, c'est-à-dire
qu'est-ce que ça fait d'être autiste en fait? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça a quelles répercussions sur le quotidien? Parce qu'il faut savoir que bah voilà, quand on vous balance des termes comme intérêt spécifique, difficulté dans le social, blablabla, bah ça reste un peu flou. On sait pas trop vraiment qu'est-ce que ça implique réellement dans le quotidien, qu'est-ce que vivent réellement ces personnes, etc. etc. Et il faut savoir que moi, quand je commençais à me suspecter autiste, voilà, quand on me disait ce genre de termes, j'étais en mode oh, c'est quoi ça? Je me reconnaissais pas dedans parce que pour moi c'était vraiment des termes un petit peu voilà, lointains qui m'étaient pas du tout familiers. Donc on va essayer de vulgariser un petit peu ça et surtout de lire des témoignages de personnes de mon audience qui sont directement concernées pour vraiment expliquer aux personnes qui voudraient s'informer qu'est-ce que ça veut concrètement dire. Donc déjà on va revenir à notre premier trait autistique que j'avais noté, c'est-à-dire les difficultés au niveau social. Il faut savoir déjà une première chose, c'est qu'il y a autant d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Toutes les personnes autistes vivent leurs difficultés sociales différemment. Il faut savoir qu'il y a tout type d'autistes, il y a des autistes qui sont extrêmement extravertis, qui vont aller parler à tout le monde, comme il y aura des autistes qui vont être extrêmement refermés sur eux-mêmes, qui vont même pas oser sortir de chez eux et pour aller parler à d'autres humains. Toute personne autiste est différente, mais il y a quand même un point commun entre chaque personne autiste, c'est qu'il y a des difficultés assez significatives au niveau du social. Et pour vous expliquer ça plus concrètement, je vais vous lire le témoignage de Marine. Chez les autres, tout est inné, les codes sociaux, etc. Mais nous, tout est intellectualisé, et même si on observe les autres, on recopie des choses. Ce ne sera jamais aussi fluide que les autres. Ça c'est expliqué seulement en 3 phrases. Merci beaucoup Marine pour ton témoignage, parce que ça explique exactement. Il faut savoir que voilà, encore une fois, quand on est une personne dans la norme, socialiser c'est un petit peu quelque chose d'instinctif. Voilà, on va vers les gens et on commence à discuter, à parler, à faire la tchatch, etc. Quand on est une personne autiste, tout doit être intellectualisé. Et moi je me rappelle toujours quand j'étais jeune, quand j'avais 20, 21 ans, etc. et que je venais de me faire diagnostiquer, à chaque fois que j'allais à la boulangerie, je préparais en fait ma réplique à l'avance. Ok, je passe devant la boulangère. Bonjour, est-ce que je peux avoir une baguette s'il vous plaît? Et c'est pas seulement ce qu'on doit dire, c'est aussi comment on doit présenter son visage, quelle expression on doit avoir, quel ton on doit avoir. Chez les personnes autistes, tout ce qui est social est intellectualisé. Alors ça veut absolument pas dire qu'on peut pas évoluer. Moi je me suis rendu compte en fait en pratiquant et en apprenant plein de petites techniques comme ça, j'ai appris vraiment à développer mon naturel dans le social pour voilà, m'adapter, réussir à mieux faire les small talk, réussir à mieux tchatcher avec les gens, etc. Il faut savoir qu'une personne autiste, notamment une personne autiste qui a une bonne intelligence, c'est tout à fait possible d'apprendre et de progresser à ce niveau-là. Et je veux surtout pas commencer à dire voilà c'est une fatalité, si vous êtes autiste, voilà c'est fini, le social c'est mort pour vous. Moi justement sur cette chaîne j'essaye un maximum de développer la positivité et d'encourager les gens tout simplement à voilà, avoir de l'espoir parce que il est tout à fait possible d'évoluer et d'apprendre, même si évidemment c'est loin d'être facile, on est bien d'accord, mais encore une fois, moi j'ai énormément progressé à ce niveau-là et j'ai beaucoup changé depuis mes jeunes années. Donc voilà pour le témoignage de Marine. Je vais vous lire un autre témoignage et notamment celui de Paul. Je vis un peu les relations sociales comme on pourrait gérer un travail. J'y vais, j'interagis avec les gens quand c'est nécessaire et je me débrouille pas trop mal. Mais je ne me surcharge pas de conversations inutiles, tout comme personne ne s'infligerait un travail supplémentaire sans raison. Et au bout d'un moment, j'ai fait mes heures quotidiennes, je rentre chez moi et je me coupe de tout le monde. Encore une fois, merci Paul, extrêmement bien expliqué. C'est-à-dire que vraiment en 3 phrases on comprend le délire. Faut savoir qu'encore une fois, ça c'est un truc duquel j'ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais pour une personne autiste, socialiser c'est du boulot. Tout simplement parce que vous devez réfléchir à comment vous devez vous poser devant les gens, sur quel ton vous devez parler, qu'est-ce que vous devez dire, sur quel ton plus ou moins fort, etc. Comme tout est intellectualisé, ça devient un effort pour le cerveau qui est assez conséquent. C'est pour ça que moi, quand je vais à des rassemblements sociaux, des soirées, que j'ai un rendez-vous autour d'un thé avec quelqu'un, je me mets toujours une limite. Par exemple, je me dis voilà, je vais rester 1 heure ou je vais partir à 21h. Et en fait, je me tiens à ça parce que je sais que si je dépasse cette limite, je vais être complètement épuisée, je vais avoir besoin d'une journée entière pour m'en remettre. Donc ça c'est un truc très important aussi à comprendre quand on commence à s'intéresser au TSA. Ensuite, je vais vous lire le témoignage de Nananas. Je me sens décalée par ma façon de parler saccadée, de ne pas forcément regarder dans les yeux, mon visage et ma voix soient totalement expressifs, soit totalement inexpressifs. Les gestes avec mes doigts que je fais parfois, mes difficultés sociales sont le small talk, les discussions ne plus de personnes, ils vont trop vite, et surtout, pas avoir d'intérêt commun qui me permet d'échanger facilement. Téléphoner pour différentes démarches, savoir se vendre, et être obligée de choisir mes conversations pour être moins fatiguée.
excellent ton témoignage. Encore une fois, je vais m'arrêter là pour les témoignages, mais si tu veux lire des dizaines d'autres témoignages excellents comme celui-ci, tu regarderas dans le deuxième lien de la description de cette vidéo, il y a une communauté magnifique, un groupe Facebook où j'accueille les personnes. Il faut savoir que ici les commentaires sont désactivés parce que sont désactivés parce que pardon, je tolère aucune violence envers les personnes voilà, qui témoignent. Donc tout ça ce sera dans le groupe sécurisé sur Facebook, le deuxième lien dans la description. Ensuite on va continuer un petit peu avec les intérêts spécifiques et les stéréotypies et tout ça et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire déjà, bah voilà, on va parler des passions. C'est quoi la différence entre une passion normale, voilà, d'une personne normale et une personne, les passions d'une personne autistique, d'une personne autiste, pardon. Il faut savoir que quand on est autiste, les passions c'est presque quelque chose de vital. C'est pas forcément des passions qui durent toute la vie, hein. Parfois c'est des passions qui sont passagères, qui vont durer quelques mois et ensuite vous allez changer totalement d'intérêt. Pas vraiment des passions long terme, mais c'est des passions qui sont intenses et qui sont surtout vitales en fait à notre bien-être, à notre fonctionnement. Tout simplement parce que ça nous stabilise, ça nous donne un sentiment de contrôle, ça nous procure du bonheur tout simplement. Ça contribue à notre confiance en nous parce que si on développe des capacités voilà, un petit peu hors normes dans un domaine de prédilection, ça peut littéralement nous donner une confiance de ouf en nous. Et il faut savoir que moi c'est le cas notamment avec cette chaîne YouTube parce que moi je suis passionnée par le fait de créer cette chaîne YouTube et de la gérer et ça me donne énormément confiance en moi et voilà dans la vie et c'est pour ça que moi je ne pourrais plus vivre sans ma chaîne YouTube, je pourrais pas non plus vivre sans le chant lyrique, le chant d'opéra qui est ma deuxième plus grande passion dans la vie je pense. Donc encore une fois les passions c'est vraiment un pilier dans la vie d'une personne autiste, de même que le besoin de routine, le fait de stimer, ça c'est pareil, j'ai fait des vidéos entières sur le stim, le fait d'avoir des stéréotypies pour se réguler, se calmer quand on a des émotions envahissantes et notamment éliminer les énergies résiduelles et toxiques qui seraient dans notre corps, voilà. Donc tout ça en fait c'est vraiment encore une fois des choses qui sont piliers dans notre vie et non pas des accessoires qui nous font du bien, c'est des piliers en fait, sans lesquels on peut tout simplement pas vivre. Maintenant on va s'attarder un petit peu sur les profils sensoriels des personnes autistes parce que c'est quand même un point qui est assez important. Il faut savoir que dans les deux grands piliers desquels je vous ai parlé en début de vidéo, il n'y a pas forcément les particularités sensorielles parce qu'il faut savoir que, encore une fois, il y a autant d'autisme que de personnes autistes et qu'il y a certains autistes qui ont assez peu de problèmes au niveau sensoriel. Mais la grande majorité d'entre eux en ont, que ce soit de l'hyposensibilité, c'est-à-dire le fait de pas du tout sentir quelque chose, ou l'hypersensibilité, c'est-à-dire vraiment le fait de le sentir plein fouet, d'accord? Et notamment celui qui est le plus répandu, c'est la sensibilité au bruit. Généralement les autistes entendent des bruits que les autres personnes n'entendent pas. Moi, ce que j'observe le plus chez moi, c'est qu'en fait mon cerveau il a du mal à faire le tri entre les sons. Notamment quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, imaginons Disneyland par exemple, et qu'il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a des gens qui parlent à côté, etc. Bah, mon cerveau il va pas faire le tri entre le son de la personne qui me parle directement à moi et le son en arrière-plan en fait de la foule. Vous allez me dire ok mais toutes les personnes normales n'aiment pas le bruit. Faut savoir que les cerveaux des personnes autistes, chez les personnes autistes c'est encore pire en fait, c'est encore pire et c'est à tel point qu'en fait si on se protège pas, si on s'expose au bruit continuellement, on peut très facilement faire des crises et c'est un sujet que je vais pas beaucoup développer dans cette vidéo parce que sinon la vidéo durerait 30 ans, mais les autistes sont très souvent sujets à des crises, notamment les meltdowns qui sont le fait de complètement se mettre à pleurer, à craquer, à crier, à s'énerver de façon excessive, etc. Parce que tout simplement le cerveau craque sous la fatigue et sous la surcharge. Et aussi les shutdowns, c'est le fait de complètement arrêter de parler, de complètement cesser d'interagir avec son entourage. Tout ça, ça peut être lié à des surcharges sensorielles et notamment à un trop plein de bruit et de stress. Voilà. Ensuite on a évidemment tous les problèmes qui sont liés aux autres 5 sens, donc les problèmes au niveau du goût. Beaucoup d'autistes ont du mal en fait à manger des textures qui leur sont trop fortes, trop singulières, trop bizarres, trop visqueuses, trop ceci, trop cela. Il y a évidemment beaucoup de problèmes au niveau du toucher, il y a des autistes qui ne supportent pas le contact physique. Il y en a l'extrême inverse peut aussi exister, c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où vous êtes hypersensible à un des 5 sens, vous pouvez soit détester, soit adorer des choses en fait. Et je sais qu'il y a des autistes par exemple qui adorent le contact physique, il y en a qui détestent le contact physique, ça peut être soit un extrême soit un autre. Voilà, donc il faut savoir que encore une fois, autant d'autisme que de personnes autistes et c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que pareil les odeurs, on peut être fasciné par une odeur comme détester une odeur, fasciné par une texture à toucher comme détester, enfin bref, c'est vrai pour absolument tous les 5 sens chez les personnes autistes, encore une fois. Il y a aussi tout ce qui est la sensibilité au chaud, au froid et à la douleur. Il y a des personnes autistes qui ont du mal
mal à ressentir la douleur. Tout simplement, voilà, elles vont se cogner, elles vont pas se rendre compte, elles vont avoir des bleus partout sans se rappeler de comment elles se sont fait mal, tout simplement. Ça peut être aussi une hyper réaction à la douleur, c'est-à-dire que vous avez un tout petit bobo et ça y est, c'est la fin de votre vie, vous avez l'impression que vous allez mourir. C'est pareil avec la sensation de chaud ou de froid. Il y a certains autistes qui sortent en plein hiver en t-shirt sans se rendre compte qu'ils ont froid. Et pour illustrer tout ça, je vais encore une fois vous lire des témoignages de personnes de mon audience. Alors je vais notamment vous lire le témoignage de Noémie. Ouf, pour moi c'est extrême. Mon problème est surtout en lien avec les odeurs corporelles, ce qui génère des difficultés dans l'intimité. J'ai aussi beaucoup de difficultés dans les endroits crowdés, plein de gens, particulièrement quand il y a beaucoup de gens qui parlent. Je déteste les sons d'électro comme l'aspirateur, blender, etc. La bouche de fond de lavabo, les gommes collées sur le trottoir, que mon cerveau ne peut s'empêcher d'imaginer d'avoir dans la bouche, et j'en passe. Bah, j'aime beaucoup ton témoignage, mais parce que je me reconnais tellement dedans, c'est vraiment un truc de fou. Mais voilà, juste pour vous dire à quel point ça peut être handicapant au quotidien. En fait, encore une fois, tout être humain est sensible aux 5 sens, hein. On va pas, voilà, faut pas qu'on se leurre, mais quand on est une personne autiste, ça peut littéralement devenir handicapant, littéralement, au-delà d'être juste désagréable ou un peu chiant. Ensuite, je vais vous lire tout simplement le témoignage de Joey Jojo. J'exècre les contacts physiques, serrer la main, prendre dans les bras. Odorat, je reste longtemps en apnée quand une odeur m'insupporte. Oui, les sons aigus. Cris et pleurs d'enfants par exemple me rendent sensible et me font de la peine. Vue. Habituée aux écrans, je suis cependant fragile. Alors, je mets tout en pause environ 2 heures par jour. Et j'évite d'allumer quoi que ce soit le matin. Goût, je peux manger de tout sauf les impondérables. Poisson, purée, épinards. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu classique, en mode bah oui, mais personne n'aime les épinards, etc. Mais je vous jure, voilà, chez les autistes, ça prend une dimension en fait qui littéralement vous handicape dans votre quotidien et vous empêche parfois de faire des choses assez basiques comme manger correctement ou sortir de chez vous, aller au supermarché, etc. etc. Et je tiens à préciser, après avoir lu ces témoignages, que c'est pas parce que vous êtes autiste que vous vous reconnaissez nécessairement dans ces témoignages. Vous voyez que chaque profil est différent et que c'est pas parce que voilà, il y a beaucoup de personnes autistes qui ont du mal avec le contact physique que c'est tout le monde pareil. Évidemment, ça change évidemment d'un individu à l'autre. Ensuite, on va parler un petit peu de vivre son autisme parmi des personnes neurotypiques, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas, des personnes alistes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'autisme tout simplement. Faut savoir que c'est pas rien en fait d'avoir un fonctionnement qui diverge complètement de la norme et notamment quand il est invisible. Faut savoir que l'autisme combiné à l'invisibilité, c'est pas que des avantages en fait. Parce qu'on pourrait croire que masquer son autisme c'est un don génial, etc. et que ça vous permet vraiment d'être autonome et de passer inaperçu. Mais il faut savoir que le caractère invisible du handicap, ça peut être extrêmement difficile à vivre tout simplement parce que les gens vont absolument pas vous comprendre et vous prendre au sérieux. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'écouter les personnes concernées et de lire directement des témoignages pour vraiment comprendre ce qui se passe quand on a un handicap invisible et difficile à vivre. Je vais notamment vous lire le témoignage de Stacy. Difficulté d'être prise au sérieux. Évitez le genre de phrase « arrête de te trouver des excuses » ou « pourquoi tu veux toujours avoir un problème ?» Quand les gens parlent d'autisme, souvent c'est pour insulter. Quel autiste lui, pauvre autiste, etc. Je n'en parle pas parce qu'il faut toujours se justifier et je trouve ça harassant. Du coup, je sais que l'on me trouve bizarre, mais je ne vais pas déblatérer sur le pourquoi du comment avec ceux qui, je sais, n'ont pas un esprit suffisamment ouvert pour montrer un minimum de compréhension et de réflexion face à ce que je ressens et ce que je suis. Je trouve que encore une fois, merci Stacy pour ton témoignage extrêmement touchant et je pense qu'il y a énormément de personnes qui se reconnaissent. D'ailleurs son commentaire a été beaucoup liké, voilà, parce que ça résonne beaucoup de personnes parmi nous. Et encore une fois, il faut savoir que voilà, généralement face à des personnes peu informées, quand on vit des difficultés envahissantes, qu'on va faire des crises, qu'on va être anxieux la plupart du temps ou anxieuse et qu'on va vers des personnes et on leur expliquer nos difficultés et qu'ils vont dire ouais t'exagères, franchement t'en fais trop, etc. Arrête de t'inventer des problèmes, ça c'est une excuse pour justifier que tu fais de la merde, blablabla. Ça peut être horrible en fait à entendre et notamment ça peut voilà, entraîner pour certaines personnes des dépressions, parfois des dépressions sévères. C'est absolument pas un souci à prendre à la légère en fait la mésinformation. Donc encore une fois, écoutons les personnes concernées parler et prenons-les au sérieux, c'est extrêmement important. Vraiment le fait de se retrouver devant un entourage parfois proche comme la famille et de littéralement pas être pris au sérieux, voilà. Pour des choses qui sont quand même assez difficiles à vivre, le fait de avoir du mal à avoir son permis, avoir du mal à avoir un emploi, etc. Et d'ailleurs j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement
Il y a énormément d'autistes, quasiment la moitié il me semble, on sait pas trop les statistiques parce que bah voilà, les personnes généralement autistes qui ont un emploi sont pas diagnostiquées parce qu'elles passent inaperçues, donc c'est un peu servicieux. Mais bon, dans les statistiques actuelles, on considère qu'à peu près la moitié des autistes sont sans emploi ou ont vraiment du mal à trouver un emploi. Donc c'est également un problème extrêmement préoccupant bah voilà, pour les personnes de la population de TSA. Maintenant qu'on a terminé avec ça, je voudrais te renvoyer vers des ressources, voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux creuser, si tu étais reconnu et que tu as envie de bah voilà, creuser et peut-être en apprendre plus. La première chose que je t'invite à faire, c'est d'aller voir dans ma description de cette vidéo. Tu vas avoir plein de ressources intéressantes, comme par exemple j'ai fait un podcast sur 8 traits autistiques qui sont un peu moins connus, desquels je parle pas nécessairement dans cette vidéo, mais voilà, si tu cherches à avoir un petit peu plus d'indices sur ton potentiel autisme, tu peux aller checker ça dans la description. J'ai aussi un podcast sur comment mieux expliquer cette différence aux autres pour être mieux accepté de ton entourage. J'ai un e-book qui répertorie toutes mes petites techniques pour mieux socialiser quand on est autiste, mieux gérer son anxiété, etc. Bref, et j'ai évidemment aussi un groupe de soutien extrêmement actif et extrêmement bienveillant. Je fais extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de trolls et de personnes insultantes ou méchantes, tout simplement irrespectueuses. Dès que je vois un commentaire irrespectueux, je le supprime et parfois même je vire des gens, voilà. Donc c'est très sécurisé, vous pouvez vous sentir à l'aise de vous parler de vos difficultés avec des gens qui vous ressemblent. Tout ça, ce sera également dans le deuxième lien dans la description. Donc voilà, ça c'était les premières ressources qui sont directement accessibles sur ma chaîne. J'ai évidemment des milliards de vidéos sur le sujet. Voilà, c'était le moment un petit peu auto-promo. Maintenant, je vais vous conseiller peut-être des chaînes YouTube, en fait, d'autres chaînes YouTube que vous pouvez aller consulter, pardon. Je vais pas tout mettre, évidemment il y a énormément aujourd'hui de chaînes YouTube qui parlent d'autisme, donc évidemment je vais juste vous mettre mes préférés. Je vais pas tout citer, voilà, mais je vais vous mettre celles que j'aime bien. Déjà dans le monde YouTube francophone, il y a une chaîne YouTube qui est un peu pilier en fait, c'est la chaîne d'Alistair. Voilà, je vous l'affiche comme ça, Alistair. Alistair c'est un gars qui assure dans le milieu quoi. Il fait des super vidéos très détaillées qui expliquent vraiment bien l'autisme, notamment aux personnes qui s'y connaissent pas forcément. C'est aussi quelqu'un qui va faire des vidéos vraiment très pratico-pratiques sur comment remplir son dossier MDPH, comment rédiger son produit de vie, etc. Il m'a beaucoup aidé en ce sens, donc merci Alistair. C'est une référence, donc allez voir cette chaîne YouTube. Ensuite vous avez la chaîne de Johanna en pyjama, voilà, que j'ai découvert assez récemment en fait, mais qui est vraiment cool, voilà. C'est une nana qui parle d'autisme notamment aussi au féminin, qui aborde des sujets que moi j'aborde pas forcément, notamment le burn-out autistique, etc. Allez voir sa chaîne, c'est hyper sympa, très très bonne vibe, et bah voilà, ça vous permettrait d'approfondir un petit peu vos connaissances sur l'autisme via une personne qui est concernée, qui témoigne, voilà. Et ensuite dans les chaînes toujours françaises, j'avais aussi noté Fabrice, que je trouve assez cool. Voilà, c'est un gars qui mêle son côté artiste, hein, tout simplement, au fait de vulgariser les TSA et expliquer vraiment qu'est-ce que ça signifie de vivre avec les TSA. C'est vraiment cool, donc allez checker ça si vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, oui, je pensais que je l'avais mal dit. Bref, c'est pas grave. Ensuite, encore une fois, si vous maîtrisez l'anglais, si vous êtes à l'aise avec la langue anglaise tout simplement, franchement, je vous invite très vivement à aller checker les chaînes YouTube anglophones. Il y a tellement de contenu. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien en France parce qu'on a des chaînes YouTube merveilleuses maintenant, notamment celle que je viens de citer. Mais dans le monde anglophone, il y a des youtubeurs que je trouve absolument exceptionnels et qui notamment abordent des sujets qui sont encore même pas abordés en France en fait. Donc vraiment si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous invite très fortement à vous pencher là-dessus. Je vais vous parler de mes 3 chaînes YouTube préférées dans le monde anglophone. La première étant celle de Chloe Hayden, qui est littéralement, je pense, la personne sur les réseaux que j'admire le plus au monde. Voilà, je vous le dis très clairement, c'est une actrice, conférencière, autrice, autiste, femme autiste TDAH, extraordinaire. Voilà, je n'ai absolument pas les mots. Elle a notamment joué dans une série qui s'appelle Heartbreak High, Heartbreak Cœur à vif en français, sur Netflix, qui pour moi est la meilleure représentation de l'autisme dans les séries qui n'ait jamais existé. Je trouve cette femme, voilà, c'est mon inspiration au quotidien et je pense que si vous la suivez, vous la connaissez, vous savez pourquoi. C'est une femme voilà, qui partage beaucoup de traits de personnalité avec moi et je l'admire, c'est mon modèle de la vie de tous les jours. Donc je ne peux que vous inviter à aller checker sa chaîne YouTube et ce qu'elle fait sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, incroyable nana, bref. Ensuite j'avais noté I'm Autistic Now What, qui est pareil, une de mes chaînes YouTube piliers dans la vie, qui est administrée par Meg, une personne extraordinaire qui parle très bien d'autisme de façon très claire. Elle fait aussi beaucoup de vidéos où elle parle un peu de tous les dramas qui tournent sur l'autisme, qui débunkent les clichés, qui s'attaquent aux personnes voilà,
qui manque de respect à la population autiste tout simplement. Donc parfois il peut y avoir des sujets qui sont un petit peu triggering, donc attention pour les personnes sensibles, mais ça reste une chaîne YouTube qui pour moi voilà, est numéro, voilà, dans mon top 3, tout simplement top tier. Voilà, et ensuite une chaîne masculine dans le monde anglophone absolument géniale, c'est Orion Kelly. Je mets également le nom ici. Ce gars est extraordinaire, il est prolifique ce gars. Il sort tellement de vidéos et c'est généralement des vidéos qui sont vraiment voilà, très complètes, où il va vraiment dans les détails et c'est vraiment génial. Donc merci l'univers de nous avoir apporté Orion Kelly parce que je l'adore plus que tout. Voilà. Et ensuite, maintenant que les chaînes YouTube c'est fait, je vais vous faire des petites recommandations de bouquins. Encore une fois, il faut savoir que dans mon groupe Facebook, j'ai demandé à mes abonnés notamment voilà, de partager leurs recommandations de bouquins. Donc encore une fois, vous pouvez découvrir ça sur le groupe Facebook, voilà, et notamment par rapport aux témoignages. J'ai lu quelques témoignages dans les vidéos, mais il y en avait tellement et vraiment je suis tellement triste de ne pas pouvoir tous vous les lire parce que merci beaucoup hein, pour toutes les personnes qui ont témoigné, notamment pour contribuer à cette vidéo, c'est absolument génial, merci beaucoup. Bref, on va passer au livre. Alors déjà pour voilà, peut-être avoir une porte d'entrée sur l'autisme, que vous commencez à découvrir un petit peu ce monde-là. Il y a un livre pilier qu'il faut absolument avoir lu, c'est le livre La différence invisible de Julie Daché. Il faut savoir que c'est une BD, voilà, c'est une BD hyper facile à lire, qui explique vraiment bien ce que c'est que l'autisme sans déficience intellectuelle, et notamment le caractère invisible de l'autisme, les difficultés qu'on peut vivre au quotidien que les autres ne voient pas. C'est absolument excellent, c'est facile à lire, c'est accessible à tous, même un enfant peut le lire, voilà. Donc c'est vraiment génial, c'est une porte d'entrée, c'est une référence, voilà tout simplement. Pareil, de Julie Daché, il y a le livre Dans ta bulle qui donne directement la parole à des personnes autistes concernées. C'est un livre excellent, c'est pareil, extrêmement facile à lire et accessible. C'est vraiment les deux livres que je conseille quand vous commencez à vous intéresser notamment à l'autisme. Il faut savoir que moi, ma première référence quand j'ai commencé à m'informer pour moi-même, ça a été Julie Daché, tout simplement parce que bah voilà, c'est une des pionnières un petit peu dans ce milieu voilà, de l'information sur l'autisme. Ensuite, si vous êtes parent d'un enfant autiste, ou même si vous êtes autiste vous-même et que vous avez un petit peu envie d'aller un petit peu plus loin et d'entendre un gars parler d'autisme d'une façon un peu différente, je vous conseille vraiment simplement Unique. Ce livre est absolument génial parce qu'en fait il montre vraiment le côté voilà, humain des autistes et non pas voilà, encore une fois il y a beaucoup de clichés qui présentent les autistes un petit peu comme des aliens ou des êtres bizarres venus d'un autre monde, etc. Et ce livre fait vraiment le point là-dessus, sur le fait que bah voilà, les autistes sont juste des émotions humaines, sont des êtres humains comme tout le monde et qui méritent autant de respect en fait que les autres personnes. C'est vraiment un livre génial je pense pour les parents d'enfants autistes, donc vraiment si vous êtes parents concernés par un enfant autiste, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais allez lire ce livre, c'est absolument génial et facile à lire. Ensuite, si vous êtes une autiste femme, voilà, si vous êtes concerné par l'autisme au féminin, j'ai énormément de très bonnes références en termes de livres à vous recommander. Et le premier livre que je voudrais vous recommander, c'est Asperger est fier de l'être de Alexandra Reynaud, qui est pareil une des pionnières dans le blogging sur l'autisme, etc. Voilà, qui aussi, voilà, si vous êtes concerné par l'autisme combiné au HPI, ça peut particulièrement vous intéresser parce qu'elle est zèbre aussi. Je sais pas si on dit encore zèbre, mais bref, elle est concernée un peu par le HPI et Asperger est fier de l'être. C'est un super livre où elle raconte vraiment comment elle s'est fait diagnostiquer, quels ont été les signes qui l'ont alertée, quelles sont ses vraies difficultés au quotidien. C'est vraiment génial. Et ensuite, un autre livre qui a été un pilier dans ma vie de personne femme autiste, L'Asperger au féminin de Rudy Simon. C'est un classique, c'est un livre qui commence à dater, mine de rien, mais ça reste une référence. C'est vraiment excellent et c'est vraiment le livre dans lequel je me suis le plus reconnue, voilà, quand j'ai commencé un petit peu à m'interroger sur moi-même. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a retourné le cerveau et je me suis dit ok, j'ai pas encore de diagnostic mais je suis quasiment sûre maintenant que je suis concernée. Donc vraiment, si vous êtes une femme et que vous vous cherchez par rapport à l'autisme, lisez ce livre et notamment regardez un petit peu le tableau récapitulatif qui se trouve à la fin du livre, qui je pense est même disponible sur internet gratuitement. Donc vraiment une référence de ouf, voilà. Et ensuite, si vous êtes une femme autiste et que vous avez envie d'être un petit peu plus dans le côté scientifique, que vous avez envie d'un livre un petit peu plus un petit peu plus poussé, qui va vraiment plus dans les détails de la recherche scientifique, il y a un livre qui est absolument excellent, voilà. C'est Autisme au féminin de Adeline Lacroix. Je vous le conseille très sincèrement, voilà. Si encore une fois, c'est un livre qui est un peu moins facile à lire, il faut un petit peu plus se concentrer et s'accrocher, voilà, parce qu'il y a beaucoup de résultats de recherche scientifique très poussés qui sont présentés.
mais c'est extrêmement intéressant, notamment voilà, si vous commencez à avoir un peu une passion pour l'autisme, vous devez vous pencher sur ce livre, il est extrêmement documenté et intéressant. Voilà. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ça a été un honneur pour moi de parler voilà, de ma passion numéro 1, c'est-à-dire voilà, partager l'autisme au plus grand nombre et vraiment essayer de voilà, comment dire, casser les clichés et dire vraiment la vérité du quotidien d'une personne autiste. Un honneur pour moi de vous parler de tout ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et encore une fois, va checker tous les liens, laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé, partage-la à une personne à qui ça pourrait éventuellement aider. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut salut!